55 coups de couteau. Quand les secours arrivent dans cette maison du Missouri le 27 décembre 2011, ils comprennent immédiatement qu'ils ne sont pas face à un cambriolage qui a mal tourné. Ils ne sont pas non plus face à quelqu'un qui a perdu le contrôle pendant quelques secondes. La victime s'appelle Betsy Faria. Elle est allongée dans son salon, dans une mare de sang, le corps littéralement détruit par l'acharnement. Son cou a été tailladé, son œil transpercé. La pauvre femme a encore un couteau planté dans le dos. Pourtant, quand son mari appelle le 911 quelques minutes plus tard, la première chose qu'il dit au secours, c'est qu'il pense que sa femme a mis fin à ses jours. Évidemment, personne n'y croit. Même les policiers sur place trouvent l'idée absurde. Parce qu'on ne se plante pas un couteau 55 fois dans le corps avant de mourir. Alors très vite, les enquêteurs regardent dans une seule direction. Le mari. Le problème, c'est que plus l'enquête avance, plus certains détails deviennent impossibles à ignorer. Un emploi du temps qui colle presque trop bien. Une scène de crime étrangement propre. Des preuves qui semblent apparaître exactement là où il faut. Et surtout, une femme qui gravite autour de l'affaire depuis le début. Et plus on s'intéresse à elle, plus cette affaire prend une tournure complètement irréelle. Parce que ce meurtre aux 55 coups de couteau n'est peut-être que le début de quelque chose de beaucoup plus tordu, avec beaucoup plus de morts. Si t'es habitué à suivre des affaires criminelles aux États-Unis, au hasard en étant abonné à ma chaîne, t'as dû remarquer, à un moment ou à un autre, tu tombes forcément sur un coup de téléphone passé au 911. C'est obligé. Déjà parce que ces appels sont automatiquement enregistrés pour être exploités plus tard durant la procédure judiciaire. Et puis parce qu'au bout d'un moment, la plupart des bandes sont rendues publiques et les médias les diffusent. Difficile de s'en priver. Ces extraits sont par définition sensationnels. Les appels au 911, ce sont rarement de bonnes nouvelles, genre naissance ou mariage. Non, on parle plutôt d'un témoin qui découvre un cadavre devant chez lui, d'un pauvre type qui se fait pourchasser par un tueur sanguinaire, ou d'une victime à l'agonie, qui se vide de son sang en attendant l'arrivée des secours. Pas besoin d'images. Rien qu'avec le son, ton cerveau s'occupe d'imaginer les détails les plus glauques. Et c'est bizarre, on peut pas s'empêcher de s'infliger ça. Et encore plus bizarre, on écoute ça en passant l'aspirateur. Pourtant, on le sait tous, ces conversations téléphoniques sont éprouvantes à écouter. Enfin, presque toutes. Parce qu'il y a 7 enregistrements qui échappent à la règle. Bon, juste avant, laisse-moi te planter le décor. Nous sommes le 16 août 2016, à O'Fallon, dans le comté de St. Charles, État du Missouri. Vers midi, l'un de ses 90 000 habitants tente de joindre le 911. C'est une femme. Elle explique à l'opératrice au bout du fil qu'un inconnu tente de s'introduire dans sa maison. La voix de l'intrus retentit en arrière-plan, mais ce qu'il raconte est incompréhensible. Soit il a de sérieux problèmes d'articulation, soit il est complètement ivre. La suite de l'enregistrement est encore plus confuse. Des coups résonnent, comme frapper contre une porte. On suppose que la femme s'est barricadée et que son agresseur essaie de l'atteindre. Au moment où il semble y parvenir, 5 détonations claquent les unes après les autres. Après ça, plus rien. Silence complet sur la ligne, qui est vite interrompu par le son strident d'une alarme. L'opératrice s'inquiète, mais la femme finit par répondre. Des policiers sont envoyés à son adresse, sur Little Brave Drive. Sur place, ils tombent sur le corps d'un homme allongé dans le couloir, juste en face de la chambre à coucher. L'intrus a visiblement été abattu par la propriétaire des lieux. Elle s'appelle Pamela Hupp, elle a 58 ans. En réalité, tout le monde l'appelle Pam. Rapidement, elle est conduite au commissariat où elle va tout raconter. Alors, elle commence son histoire. Elle est sortie en fin de matinée pour effectuer quelques courses. Elle vient de rentrer chez elle et s'apprête à aller promener son chien. Mais Pam n'a pas le temps de descendre de sa voiture. Derrière elle, dans la rue, un autre véhicule s'arrête brusquement. Le conducteur largue un homme devant la maison et redémarre en trombe. L'homme s'avance vers Pam, qui est toujours assise côté conducteur, et qu'il guette dans son rétroviseur. Finalement, il se penche à travers la vitre abaissée et la menace avec un couteau de cuisine. Pam ne saisit pas très bien ce qu'il veut. Une histoire de banque. Il veut l'emmener là-bas de force pour vider tous ses comptes. Elle ne cherche pas à entrer dans les détails, de toute façon, elle s'en souvient plus. Dès que l'homme a un moment d'inattention, elle en profite pour le désarmer et bondit hors de son siège. Elle fonce chez elle, tout en composant le 911 sur son portable. L'intrus la pourchasse, sauf qu'elle réussit à s'enfermer dans sa chambre et à s'emparer de son arme à feu, rangée dans la table de chevet. Et oui, on est aux États-Unis, il y a toujours un gun rangé dans la table de chevet. En l'occurrence, il s'agit d'un revolver Ruger calibre 38. Pam jette un œil dans le barillet. 5 balles. Bien assez pour s'en sortir. Alors quand l'intrus finit par forcer la porte et qu'il apparaît dans le cadre, Pam ne se pose pas de questions. Elle tire à bout portant, à 5 reprises. Le revolver produit tellement de fumée que l'alarme incendie se déclenche dans la chambre. Et c'est tout ce qui s'est passé ? A priori, Pam signe sa déclaration et les policiers la laissent repartir.
On pourrait s'arrêter là. Un cas d'intrusion avec un individu dangereux et une réponse en légitime défense. Affaire classée. Merci, au revoir. Sauf qu'un peu plus tard, dans la même journée, le procureur du comté de St. Charles est invité à entendre l'enregistrement de l'appel passé par Pam au 911. Et il ressort de l'expérience assez troublé. L'écoute ne lui paraît absolument pas éprouvante. Au contraire, quand on fait attention, effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent pas de mouvement de précipitation, de panique. Pam ne semble pas se déplacer dans l'espace. Elle n'a pas non plus le souffle court alors qu'elle vient de taper le sprint de sa vie sous adrénaline max. Au téléphone, elle s'exprime distinctement. Elle n'a pas l'air d'avoir si peur que ça. Elle a plutôt l'air de réciter un dialogue. Ça sonne faux, c'est exagéré. On dirait une candidate de télé-réalité reconvertie actrice. Mais ça ne reste qu'une impression. Et ça suffit pas au procureur pour engager des poursuites. Il va être convaincu par un autre élément. Enfin, 4 éléments pour être précis. Tout d'abord, l'identité de l'homme abattu par Pam. Il s'appelle Louis Gumpenberger, il a 33 ans. À vrai dire, la police le connaissait déjà. Grâce à son nom, ils ont retrouvé un casier judiciaire qui remonte à son adolescence. C'était une époque un peu compliquée pour lui. Mais ça, c'était avant. Depuis 2005, Louis souffre de multiples handicaps, provoqués par un grave accident de voiture. Le traumatisme l'a rendu très influençable, voire naïf. Il a du mal à s'exprimer clairement, ou à raisonner de manière complexe. Il boite, et sa main gauche est paralysée. Pour résumer, il a les capacités mentales d'un enfant, et la forme physique d'un vieillard. C'est pas moi qui le dis, c'est sa mère, avec qui Louis habite. Il sort peu, ne travaille pas. Passe son temps à se balader dans son quartier ou à fumer des cigarettes sur le porche. Donc forcément, difficile d'envisager que du jour au lendemain, Louis puisse braquer une femme avec un couteau. Puis la forcer à se rendre dans une banque pour lui piquer toutes ses économies. Donc le doute grandit dans le bureau du procureur. Et ce n'est qu'un début. Parce qu'il va recevoir un tuyau. C'est le second élément. Récemment, un policier s'est occupé du dépôt d'une plainte qui pourrait intéresser l'enquête. La plainte date du 8 octobre 2016, soit 6 jours, avant la mort de Louis Gumpenberger. On la doit à une certaine Carol McAfee. Elle vit à O'Fallon, elle aussi, dans un parc de mobil-home. Ce jour-là, vers 11h du matin, elle joue avec son chien dans son jardin quand un SUV noir s'arrête à sa hauteur. Au volant, une dénommée Cathy se présente à elle comme une productrice de Dateline, une émission consacrée aux faits divers diffusée sur NBC. Cathy semble pratiquer ce qu'on appelle du casting sauvage. Elle tourne en ville et cherche des personnes qui auraient envie de passer à la télévision, ou plus précisément d'interpréter des reconstitutions d'appels passés au 911, pour illustrer des sujets de reportage. Bien entendu, le job est rémunéré, à hauteur de 1 000 $. Évidemment, pour pas avoir de problème, je te recommande d'éviter tout ce qui est sauvage. Sauf que Carol se dit pourquoi pas. Elle accepte, rentre le chien et monte dans la voiture. Rapidement, elle a un mauvais pressentiment. C'est difficile à expliquer, mais il y a des petits détails. Cathy n'a pas de carte de visite à lui présenter, ou n'a pas voulu qu'elle prenne son portable avec elle, sans raison valable. Alors, au bout de 2 minutes, Carol invente un prétexte pour retourner chez elle en vitesse. Elle a oublié de fermer une porte, et elle a peur que son chien s'enfuit. Une fois de retour à la maison, elle décline poliment la proposition. Elle a changé d'avis, elle a plus trop envie. Cathy hausse les épaules, fait marche arrière et repart. Carol, elle, continue de gamberger et finit par déposer plainte pour escroquerie. Tu te demandes sûrement quel rapport ça peut avoir avec notre affaire. J'y viens. Sur la façade du mobil-home de Carol, il y a une caméra de surveillance qui donne sur la rue et qui a filmé toute la scène. On voit distinctement le SUV noir qui s'arrête au milieu du cadre. Carol qui laisse son chien pour venir à la rencontre de la conductrice. On peut même lire les chiffres et les lettres de la plaque d'immatriculation. Tu comprends où on va là. Le véhicule appartient en réalité à Pam Hupp. Pam qui, 6 jours plus tard, contacte le 911 après avoir abattu Louis Gumpenberger. De toute façon, la ressemblance à l'image avec Cathy est frappante, et Carol n'a aucun mal à la reconnaître sur des photos. Là, le procureur du comté de St. Charles avance une hypothèse. Et si Pam avait recommencé son petit numéro de productrice télé auprès de Louis, et que lui avait marché à 100%, et s'il l'avait suivi chez elle, persuadé de préparer son rôle de braqueur avant le tournage au studio, et si au moment d'être tenu en joue par Pam, Louis était encore convaincu qu'il jouait la comédie, et que le revolver était un faux. Pour nourrir cette hypothèse, les policiers vont questionner le voisinage de la mère de Louis, et ils vont apprendre que le fameux SUV noir a été aperçu le jour des faits par plusieurs témoins. Ils vont aussi obtenir l'autorisation de fouiller la maison de Pam et de son mari. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Un ticket de caisse au fond d'une poubelle, qui recense l'achat d'un couteau de cuisine. Les enquêteurs vérifient auprès du magasin concerné. Eh oui, il s'agit du même couteau avec lequel Louis a attaqué Pam. C'est Pam, la personne qui l'a acheté. Toujours pas convaincu? Bah là, faut commencer un traitement contre la mauvaise foi quand même. Mais bon, il reste un dernier élément.
Dans les poches de Louis, on a retrouvé 900 $ en 2 liasses, enveloppés dans des sacs plastiques. Dans l'une des liasses, 4 billets différents portent le même numéro de série qu'un billet de 100 $, retrouvé dans les affaires de Pam. Là, c'est le coup de grâce. Le procureur n'hésite plus. Le 23 août 2016, une semaine après avoir été prétendument agressée chez elle, Pam est arrêtée, puis mise en examen pour meurtre au premier degré. Autrement dit, meurtre avec préméditation. Durant son interrogatoire, elle reste évasive, comme inaccessible. Sur l'enregistrement vidéo, tout en esquivant les questions des inspecteurs, on peut l'apercevoir en train d'attraper un stylo sur la table et le dissimuler sous la ceinture de son pantalon. Après ça, elle demande à être conduite aux toilettes. Une fois Pam laissée sans surveillance, de longues minutes s'écoulent, en silence. Les policiers postés dehors finissent par s'inquiéter et par enfoncer la porte des toilettes, sans un mot, sans un cri. Pam s'était emparée du stylo pour se poignarder au niveau du cou, des poignets, et tenter de mettre fin à ses jours. Hospitalisée en urgence, elle va survivre malgré elle. À ce stade de la vidéo, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Les enquêteurs sont tout aussi largués que toi. Quel est le mobile? En admettant son implication, pourquoi Pam aurait tendu un piège à un inconnu comme Louis Gumpenberger? Ça n'a aucun sens, c'est presque gratuit. Pour te répondre, il faut que je te parle d'un nom que je n'ai pas encore évoqué. Dans les poches de Louis, il n'y avait pas que 900 $. Il y avait aussi une note, des instructions écrites de sa main, et visiblement dictées par un commanditaire. Se rendre à cette adresse, aller chercher Pam, l'emmener à la banque, récupérer l'argent de Russ, ramener Pam chez elle, se débarrasser d'elle. Autre chose, tu te souviens de l'enregistrement de l'appel de Pam au 911 ? Il y a un moment où on entend la voix de Louis, mais impossible de le comprendre. Heureusement, un expert linguistique s'est occupé de nous faire la traduction. En réalité, Louis dit à Pam « Est-ce que tu veux que je te fasse ce que j'ai fait à la femme de Russ ? L'argent de Russ, la femme de Russ. » Là, tu demandes « C'est qui Russ ?» Ben, justement, on y arrive. Russell Faria, ou juste Russ, vit lui aussi dans le Missouri, à Troy, et à 30 minutes de O'Fallon. Troy, c'est la plus grande ville du comté de Lincoln. Elle se compose d'une population ouvrière, rurale, et d'une communauté très soudée. Du genre à se retrouver tous les dimanches à la messe ou autour d'un barbecue. Bref, il fait bon vivre à Troy. Russ aime la pêche, la moto, et il travaille dans l'informatique. Il est marié et élève les 2 filles issues de la précédente union de son épouse, Léa et Maria Day. Voilà, ça c'est pour les présentations. Franchement, il n'a pas l'air d'être un mauvais boug. Maintenant, il faut savoir que 5 ans avant le meurtre de Louis, Russ a été contraint, tout comme Pam, de composer le 911. L'appel date du 27 décembre 2011. Il a été émis à 21h41. Celui-là, je te préviens, il est plus intense. En ligne, Russ est en larmes. Il hurle dans son portable. Il vient de rentrer chez lui et de découvrir son épouse. Elle est allongée dans le salon, inerte, recouverte de sang. Russ est persuadé qu'elle a mis fin à ses jours. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à l'opératrice. Il n'est pas expert en la matière, il n'a pas scruté la scène à la loupe non plus, mais il existe des antécédents. Son épouse a déjà eu ce genre d'idée noire. Elle se nomme Elizabeth, mais tout le monde l'appelle Betsy. Elle a une 40aine d'années, comme Russ. Les deux se sont rencontrés à la fin des années 90 et se sont mariés en 2001. Betsy travaillait alors chez State Farm, une énorme compagnie d'assurance. J'en parle au passé parce qu'elle a été contrainte de s'arrêter entre-temps. En 2010, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle ne lâche rien et elle se bat pendant 1 an. À un certain point, Betsy va avoir l'impression d'être tirée d'affaire. Persuadée qu'elle est en rémission, elle organise une croisière censée célébrer l'amour et la vie pour le mois de novembre 2011. Sauf que, juste avant d'embarquer, un nouveau diagnostic est établi. Encore plus terrible celui-là. Le cancer s'est propagé dans le foie. Et là, il n'y a plus grand-chose à faire. Stade terminal. Quelques mois à vivre, tout au plus. Impossible d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête de Betsy. Mais sa réaction est incroyable, tellement courageuse. Elle n'annule pas la croisière en novembre, réussit à prendre du plaisir entourée de ses amis et de sa famille. Elle s'émerveille même en regardant Russ nager avec les dauphins. C'était son rêve de gosse. De retour sur la terre ferme, elle doit à nouveau affronter la maladie. Elle n'abandonne pas et elle continue la chimiothérapie. Le 27 décembre 2011, elle avait une séance de prévue. L'une de ses amies les plus proches l'a accompagnée toute la journée, avant de la raccompagner chez elle à Troy. 2 heures plus tard, Russ rentre à son tour et retrouve Betsy dans une mare de sang. Il va rapidement intriguer les forces de l'ordre, déjà parce qu'il est le mari. Donc on le suspecte automatiquement. À force, tu le sais, quand tu signes en tant qu'époux, tu t'engages aussi pour une garde à vue. Ensuite, parce que l'enregistrement de son appel au 911 dérange. Décidément, dans cette histoire, c'est une constante. Les autorités trouvent son attitude étrange. Au téléphone, il apparaît tantôt noyé dans les sanglots, tantôt calme, mesuré. Un mélange d'hystérie et de lucidité qui colle pas. Enfin, Russ intrigue parce qu'il a dit que Betsy avait mis fin à ses jours.
Les premiers secouristes dépêchés chez les Faria ne sont pas du tout d'accord avec lui. Betsy a un couteau planté dans le cou. Son œil gauche est transpercé. Sa gorge tailladée et ses bras ont été lacérés avec une telle violence qu'ils se sont presque détachés du buste. Durant l'autopsie, les légistes vont compter pas moins de 55 plaies dispersées sur le corps. 55 coups de couteau. Betsy ne s'est pas ôté la vie. Quelqu'un s'en est chargé pour elle. Même si t'es le pire joueur de Cluedo, t'aurais compris ça. Un tueur ne s'acharne pas autant sur sa victime s'il n'a pas un passif avec elle, un lien personnel. C'est en tout cas l'avis d'un des inspecteurs, qui auditionne Russ le soir même, vers 23h. Un cambrioleur ne fait pas ça. Un inconnu ne fait pas ça. Par contre, quelqu'un qui aimait la personne, oui. Quelqu'un qui entre dans une rage folle. À la fin de l'interrogatoire, Russ est relâché. Pas pour longtemps. 8 jours plus tard, le 4 janvier 2012, il est arrêté. Puis poursuivi pour meurtre et attaque à main armée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a pu convaincre Léa Askey, la procureure du comté de Lincoln? Entre autres, un témoignage. On le doit à l'amie de Betsy. Tu sais, celle qui l'a accompagnée durant sa séance de chimio, avant de la raccompagner à la maison. En plus, cette amie ne portait pas Russ dans son cœur, et elle a peut-être grandement contribué à sa mise en examen. D'ailleurs, on la connaît nous aussi. Petit indice, elle vit à O'Fallon, à 30 minutes en voiture de Troy. Sur son temps libre, elle aime bien se faire passer pour une productrice télé et tirer à bout portant sur des gens qu'elle invite chez elle. Et oui, c'est le moment de retrouver cette chère Pam Hupp. Elle et Betsy se connaissent depuis le début des années 2000. Pam aussi est originaire du Missouri, où elle est née en 1958. Elle a grandi à Dellwood, dans la banlieue de Saint-Louis, au sein d'une famille catholique modèle. Une fratrie de 4, une mère institutrice, un père électricien et syndicaliste. Au lycée, elle est cette pom-pom girl blonde, solaire, joviale et appréciée. J'avoue que mon radar à psychopathe s'est pas déclenché là. Au bal de promo, elle danse au bras de son petit ami, joueur dans l'équipe de foot, tout aussi populaire qu'elle. Sitôt leur diplôme décroché, ils vont être contraints de reporter leur candidature à l'université et de se marier en urgence. Eh oui, Pam est enceinte. Selon les traditions et croyances, il y a une étape à ne pas brûler. Aux États-Unis, on appelle ça un shotgun wedding, ou mariage au fusil de chasse. Ça colle bien avec les valeurs du coin. Bon, ça veut plus signifier mariage forcé en fait. 6 ans après la naissance de leur enfant, le couple divorce. Pam embarque sa fille et rencontre dans la foulée Mark Hupp. C'est un homme discret, pas compliqué. Ancien joueur de baseball, reconverti en menuisier. Ensemble, ils ont un fils et partent un temps vivre à Naples. Non, pas en Italie, mais en Floride, avant de revenir dans le Missouri et de poser pour de bon leurs valises à O'Fallon. Nous sommes alors en 2001. Pam décroche un poste chez State Farm, la fameuse compagnie d'assurance dans laquelle Betsy travaille. Et les deux femmes deviennent aussitôt amies. Elles n'ont rien à voir, mais les opposés s'attirent comme on dit. En apparence, Pam est une personne plus rationnelle, plus posée, plus réservée aussi. Betsy, elle, a 11 ans de moins. Un visage tout rond, des yeux bleus qui pétillent, une véritable pile électrique. Autant maladroite que chaleureuse. La nuit, elle se transforme en DJ, capable de faire danser n'importe qui. Avec les années, les liens s'émoussent. Pam et Betsy se perdent de vue. Elles reprennent contact en 2010, lorsque l'une tombe gravement malade, et que l'autre, bouleversée par la nouvelle, devient un soutien indéfectible. Pam ne va pas lâcher Betsy d'une semelle. Toujours là pour elle, partante pour l'accompagner n'importe où, jusqu'au bout. Le 27 décembre 2011, Pam est la dernière personne à avoir vu Betsy vivante, juste avant qu'elle ne soit sauvagement tuée. Aux yeux des policiers, elle est un élément clé de l'enquête, à entendre au plus vite. Dès le lendemain, donc, ils se rendent chez elle. Pam est dévastée naturellement, mais elle se ressaisit pour répondre du mieux possible aux questions posées. On lui demande d'abord de raconter le déroulé de la journée. Betsy avait sa chimiothérapie programmée au Siteman Cancer Center à St. Peters. Pam est restée à ses côtés tout du long de la séance, puis l'a déposée chez sa mère, qui vit à Lake Saint-Louis, à une dizaine de kilomètres de l'établissement. Une fois fait, Pam rentre à O'Fallon, dîne en vitesse avec son mari, puis repart à Lake Saint-Louis récupérer Betsy. Dernière étape, la ville de Troy, la maison des Faria. Il est alors 19h30. Betsy propose à Pam de rester regarder un film, grignoter quelque chose. Pam décline. Elle est un peu fatiguée, ne souhaite pas rentrer tard. Et les deux amis se quittent comme ça. La suite est connue. 21h41, Russ arrive chez lui, trouve Betsy gisant dans le salon et appelle le 911. Face aux enquêteurs, Pam n'y va pas par 4 chemins. Russ, elle ne l'apprécie pas du tout. Elle le décrit comme un mari violent, volage. Betsy réfléchissait depuis longtemps à l'idée de faire déménager toute la famille à Lake Saint-Louis, afin de se rapprocher de sa mère, de ses amis, mais aussi du Siteman Cancer Center à St. Peters. Selon Pam, elle comptait aborder le sujet avec Russ au soir de sa mort. Et Betsy n'était pas très rassurée. Elle appréhendait sa réaction. Russ n'avait visiblement pas très envie de changer de paysage.
Mais au point de vriller et de poignarder son épouse à 55 reprises, Pam hausse les épaules. Puis elle ajoute quelque chose. La semaine précédant le meurtre, Betsy lui avait parlé d'un mail qu'elle s'apprêtait à lui envoyer, et dans lequel elle se confiait sur Russ, sur ce qu'il était capable de faire, à quel point elle avait peur de lui. Pam n'a jamais reçu le courriel en question, mais peut-être qu'il se trouve quelque part dans l'ordinateur de Betsy. Les enquêteurs jettent un œil, rien dans la boîte mail. Par contre, ils trouvent un document Word qui pourrait correspondre, comme une sorte de brouillon du courriel. Dans le texte, Betsy s'adresse directement à Pam. « Je sais qu'on en a parlé hier, mais j'ai vraiment besoin que tu me crois. Je suis persuadé que Russell va me faire du mal. La nuit dernière a été terrible. Je me suis endormi sur le canapé devant la télé. Je me suis réveillé avec Russell qui me tenait un oreiller sur le visage. Il a dit qu'il voulait que je sache que c'était de mourir. Il arrêtait pas de me dire combien d'argent il gagnerait après ma mort. Il faut que je change mon assurance vie. Tu crois que je pourrais la mettre à ton nom et que tu pourrais aider mes filles quand elles en auront besoin ? S'il m'arrive quelque chose, tu pourrais montrer ça à la police ? Ah là, les policiers, ils se voient déjà remplir les quotas. Il y a quand même cette histoire d'assurance vie particulièrement intéressante. Pam nous donne les détails. Betsy savait que ses jours étaient comptés. Elle pensait à l'avenir, à celles et ceux qui resteront après elle. À ses filles notamment, âgées de 17 et 21 ans, qui vont avoir besoin d'aide pour financer leurs études, acheter leur première voiture, etc. Leur maman a donc prévu le coup. Une assurance vie de 150 000 $, dont le montant sera débloqué à sa mort. Sauf que plus le temps passe, plus Betsy s'inquiète. Elle craint que cet argent ne soit dépensé n'importe comment. Par l'aînée notamment, Léa, qui traverse une période difficile et avec qui les rapports sont compliqués. Mais par son mari surtout, qui a tendance à céder à des achats compulsifs. Et le deuil ne va sûrement pas aider. Betsy avait donc choisi de laisser passer du temps. Assez pour que ses filles grandissent, mûrissent, ne fassent pas n'importe quoi avec leur héritage. Pour ça, elle a opéré une modification dans son contrat d'assurance vie. Le 22 décembre 2011, 6 jours avant sa mort, Betsy remplit un formulaire de changement de bénéficiaire. Le lendemain, une bibliothécaire à O'Fallon certifie sa signature. Russ était initialement le bénéficiaire de l'assurance vie, mais Betsy était devenue méfiante. Devine qui a pris la place dans le contrat ? Pam, bien entendu, l'amie présente jour et nuit, disponible 24 heures sur 24. C'est elle qui récolte les 150 000 $, chargée de les transmettre à Léa et Maria Day, quand et seulement quand elles en auront l'utilité. Et le voilà le mobile. Ce n'est pas la perspective d'un déménagement à Lake Saint-Louis qui fait basculer Russ. Non, c'est cette assurance vie qui lui passe sous le nez. Il finit par la prendre, devient fou, et décide de passer à l'acte. Au soir du 27 décembre, il se venge. Massacre Betsy, nettoie les lieux de fond en comble et appelle le 911. Ça y est, la procureure s'est forgé une conviction. Elle n'a aucun doute sur sa culpabilité. Elle devrait quand même. Au moins un tout petit peu. Ça peut paraître évident, mais dès le début de la procédure, Russ plaide non coupable devant le juge. Sa famille n'ayant pas de quoi payer les 250 000 $ de caution, il est envoyé en prison dans l'attente de son procès. Sa cousine réussit toutefois à réunir l'argent suffisant pour solliciter un avocat pénaliste, qui accepte de s'occuper de sa défense. Il s'appelle Joel Schwartz. À la lecture du dossier, il frôle l'infarctus. Grâce à lui, on va pouvoir profiter d'un tout autre point de vue sur l'affaire. Notamment prendre connaissance d'un nombre dingue d'éléments volontairement passés sous silence par l'accusation. Bon, on va pas leur jeter la pierre, on fait tous pareil au boulot. Mais là, je sais même pas par où commencer pour être honnête. Peut-être par le plus important. Russ a un alibi, et un bon. Le 27 décembre 2011, il est en télétravail toute la journée. À 17h, il met le nez dehors, passe un coup de fil à Betsy, va faire le plein dans une station-service de Troy. À 17h22, il appelle sa mère, pour la prévenir qu'il n'aura pas le temps de venir dîner. À la place, il roule en direction de Lake Saint-Louis, et fait une halte dans une station-service de Wentzville pour acheter des cigarettes. À 17h56, arrivé à Lake Saint-Louis, Russ fait 2 nouveaux arrêts. Dans une supérette d'abord, d'où il repart avec 2 bouteilles de Snapple sous le bras, puis dans une animalerie où il prend des croquettes pour le chien. Dans leur enquête, les inspecteurs se demandent pourquoi il n'achète pas toutes ses emplettes au même endroit. Et est-ce qu'il n'essaierait pas de brouiller les pistes, de se faire voir un peu partout, de peaufiner son alibi ? Non, Russ a réponse à tout. Les cigarettes à Wentzville sont moins chères. Et la mère de Betsy a une carte de fidélité pour profiter d'une ristourne à l'animalerie. Si je me permets d'être aussi précis dans les faits, c'est parce que le timing est crucial. Peu après 18h, Russ rejoint sa bande d'amis chez l'un d'eux, à Lake Saint-Louis toujours. Ils se sont organisés une soirée jeu de rôle, mais l'un des participants doit s'absenter au dernier moment. Ils ne sont pas assez nombreux, la campagne est foutue. Alors ils décident de regarder un film à la place. Et de fumer un peu d'herbe aussi, mais ça, c'était prévu dès le début. Ils se mettent d'accord sur une nouvelle adaptation de Conan le Barbare. Si t'aimes les barbares, excellent film, sinon y a ma chaîne. Ensuite, ils enchaînent avec le film La Route, sauf qu'on est plus proche du somnifère que du film,
Donc Russ s'ennuie. À 21h, il décroche pour de bon et reprend sa voiture. À 21h09, il s'arrête dans un Arby's et commande 2 sandwichs. L'herbe lui a donné un petit creux. Une quarantaine de kilomètres plus tard, il arrive à la maison pour 21h40. Une minute plus tard, l'opératrice du 911 décroche le combiné. À ce stade, l'heure du décès de Betsy est cruciale. Les urgentistes et les pompiers présents sur place se sont mis d'accord. La victime aurait été tuée 1 heure avant leur arrivée. Des enquêteurs vont chronométrer le temps nécessaire pour se rendre à Troy depuis Lake Saint-Louis. Résultat, 23 minutes. Au passage, ils ont conduit comme des pilotes de Formule 1, en roulant sur la bande d'arrêt d'urgence pour éviter les bouchons. Pas hyper réaliste comme estimation, mais admettons. Russ achète ses sandwichs à Arby's, démarre à 21h09 et arrive 23 minutes plus tard à la maison. Si l'on se fie aux conclusions de la police, en 9 minutes seulement, il aurait poignardé son épouse à 55 reprises, puis effacé toute trace de son crime avant d'appeler le 911. Là, on tient un record du monde. Car Russ n'a pas menti sur son emploi du temps. Il a été filmé au comptoir du Arby's par une caméra de sécurité. Il n'a pas pu partir de Lake Saint-Louis avant 21h09. C'est juste impossible. D'ailleurs, on peut voir sur la vidéosurveillance qu'il porte les mêmes vêtements. Il ne s'est pas changé chez lui avant l'arrivée des secours, et il n'avait pas la moindre tache sur son t-shirt ou sur son jean. Là, pareil. Faut m'expliquer comment tu poignardes quelqu'un 55 fois en moins de 9 minutes sans ressortir couvert de sang. D'un point de vue médico-légal, c'est impossible. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais poignardé personne, quand tu poignardes quelqu'un, il y a forcément des micro-gouttelettes de sang qui sont projetées. Celles de la victime, mais aussi les tiennes. Parce qu'il est très fréquent de se blesser lors des coups de couteau. Donc il est quasiment impossible de commettre un crime propre. Sauf que l'accusation insiste. Russ aurait eu le temps de prendre une douche. Mais là encore, impossible. On a vérifié partout. Dans la salle de bain, la baignoire, le siphon, les canalisations, pas une trace de sang. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Dans le dressing de la chambre du couple, une paire de pantoufles appartenant à Russ présente des taches de sang. Mais comment tu justifies ça? Essaie d'imaginer. Russ rentre chez lui, tue son épouse de sang-froid, mais il se permet quand même, avant ou après le crime, d'enlever ses chaussures et d'enfiler ses chaussons. Il patauge dans le sang de Betsy avec, récure la maison de fond en comble, mais oublie les pantoufles. Il les voit tachées de sang puis les remet tranquillement dans l'armoire. Joël, l'avocat de Russ, est persuadé qu'il s'agit d'un piège. Quelqu'un a volontairement trempé ses chaussons dans le sang avant de les ranger dans le dressing. Mais qui aurait pu faire ça? Bah facile, le véritable assassin de Betsy. Et Joël a sa petite idée quant à son identité. J'espère que toi aussi, sinon faut envisager les lunettes et l'appareil auditif. L'avocat trouve ça incroyable que personne d'autre que lui n'y ait songé. Il trouve aussi fou que la dernière personne à avoir vu Betsy en vie soit la même qui, 6 jours plus tôt, devenait le bénéficiaire de son assurance vie. Et oui, Pam, encore et toujours Pam. Pam qui aurait convaincu son ami de lui accorder sa confiance, et les 150 000 $ qui vont avec. Pam qui n'aurait pas été capable d'attendre quelques mois avant que Betsy ne décède, et qui aurait préféré accélérer le processus. Pam qui s'est empressée dès le début de l'enquête de charger Russ. Pour se mettre à l'abri, si c'est vrai, ça fonctionne à merveille. Sauf que Joël n'est pas en mesure de le prouver pour l'instant. Et surtout, on ne lui en laisse ni les moyens, ni le temps nécessaire. À l'ouverture du procès de Russ le 18 novembre 2013, l'accusation et la cour se sont mis d'accord. La procureure a déposé une requête étonnante que le juge a acceptée. Interdiction de parler de l'hypothétique implication de Pam durant les audiences, ou de sa mention dans le contrat de l'assurance vie de Betsy. On estime que le sujet est hors de propos, qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. On a surtout peur d'embrouiller les jurés au moment de se décider. La façon de penser est différente aux États-Unis. Même si la présomption d'innocence existe, quand une personne est jugée, on part du principe qu'elle est coupable. C'est notamment dû à la procédure accusatoire, où les procureurs sont à charge contre l'accusé. Contrairement à la France, par exemple, où le juge se saisit de l'affaire, organise l'instruction et apprécie seul la valeur des éléments. Et donc, puisque Joël n'a pas d'éléments formels à présenter contre Pam, il n'a pas le droit d'en parler. La voie est donc libre pour charger Russ. Et la procureure n'y va pas de main morte. Elle le décrit comme une personne avide, dangereuse, grossière et autoritaire. Ses belles-filles, Léa et Mariadé, désormais convaincues de se tenir en face du meurtrier de leur mère, en rajoutent une couche. Les pièces du dossier sont triées. On ne garde que celles qui vont dans le sens de l'accusation. On ressort par exemple les pantoufles de l'armoire. Et on met de côté la caméra de surveillance de chez Arby's. La défense riposte et brandit un ticket de caisse qui prouve l'heure à laquelle Russ a quitté Lake Saint-Louis. Mais la procureure laisse entendre qu'un de ses amis rôlistes aurait pu acheter les sandwichs chez Arby's à sa place, pour consolider son alibi. Bien entendu, on ne se prive pas de montrer les photos de la scène de crime, d'insister sur l'état du corps de Betsy,
effet garanti sur les jurés. On se réécoute aussi l'enregistrement de l'appel de Russ au 911. D'ailleurs, pour l'occasion, une experte est invitée par la procureure. Il s'agit de la directrice des services d'urgence du comté de Lincoln. On lui demande ce qu'elle pense de l'attitude de Russ au moment des faits. Évidemment, elle trouve étrange cette alternance entre hystérie et maîtrise de soi. Il faut savoir que la véritable opératrice qui a pris la communication ce soir-là n'a pas été invitée à témoigner. Des journalistes vont la retrouver et lui poser la question directement. Elle s'appelle Tammy Vaughn et elle leur livre son intime conviction. Selon elle, Russ ne jouait pas la comédie et ce comportement erratique est tout à fait normal. Le boulot de Tammy consiste justement à calmer son interlocuteur ou son interlocutrice pour obtenir le plus vite possible les informations nécessaires à une intervention. Sauf que ça, le jury l'ignore et il n'aura pas l'occasion de l'entendre. Il ne sait rien non plus de Pam, puisqu'il est invité à sortir de la salle d'audience lors de son témoignage. L'accusation a réussi à modeler une réalité à sa convenance. Elle ne retient que les éléments qui confortent sa version des faits. Pam est la bonne copine qui a soutenu Betsy jusqu'au bout. Quant à Russ, c'est le grand méchant mari, point. Il ne faut pas chercher plus loin. Le 21 novembre 2013, sans surprise, les jurés rendent un verdict de culpabilité. Russ est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Son avocat s'empresse de faire appel, et il va pas lâcher le morceau. Au fil des années, tout le monde va se rendre compte de la vaste blague qu'était ce premier procès. Être innocenté, c'est le nouveau rêve américain. La vérité arrive par petites touches, ici et là. En premier lieu, Joel reçoit anonymement la copie d'un mail adressé à Léa Askey, la procureure, et rédigé par un certain Mike Lang, le chef d'enquête du comté de Lincoln. Le contenu du mail est, disons, explicite. Il sous-entend une relation amoureuse entre les deux. Ça, c'est un conflit d'intérêts. Et ça passe pas du tout. Comment tu veux faire confiance à un dossier si tu sais que le directeur d'enquête est en couple avec la procureure qui a pour mission d'aller te faire jouer dans les douches avec Jeffrey Dahmer? Et qu'a priori, l'un peut tout faire, tout trafiquer, pour aller dans le sens de l'autre. Si avec ça, mais non. Il faut creuser autour de Pam et de son omniprésence dans la vie de Betsy. Le 27 décembre 2011, on se rend compte qu'elle n'a absolument pas été conviée à la séance de chimiothérapie. Betsy avait prévu d'y aller en compagnie d'une amie de sa mère, Obi-Wan, qui la gardait quand elle était petite. Elle avait prévenu Pam de ne pas venir. Betsy voulait passer du temps seule avec Bobby, se remémorer de vieux souvenirs d'enfance. Sauf que Pam, ça lui a pas plu. Elle a pris sa voiture et elle a débarqué sans prévenir au Sightman Cancer Center. Et elle a insisté pour conduire Betsy chez sa mère à Lake Saint-Louis. Puis elle est revenue la chercher et l'a déposée chez elle à Troy. Pourquoi Pam force à ce point pour être le chauffeur attitré de Betsy? Elle est une amie fidèle investie, oui, on a compris. Mais ce dévouement intervient le jour du meurtre de Betsy. Et la coïncidence est troublante. Avec du recul, on se met aussi à douter de l'heure exacte du décès. Les secouristes sur place avaient annoncé 1 heure avant leur arrivée. Pourtant, la rigidité cadavérique avait déjà affecté le corps. En termes de délai, ça fait un peu juste. 2 explications sont possibles. Attention, ça va être un peu technique et un peu sordide. Le légiste qui a pratiqué l'autopsie évoque le phénomène de spasme cadavérique. Si le décès intervient après un effort physique intense, les muscles se raidissent instantanément. Maintenant, si on exclut cette hypothèse et qu'on se fie à un processus de rigidité classique, on peut situer le décès plus tôt dans la soirée. Non pas vers 21h30 donc, mais plutôt aux alentours de 19h30. Autrement dit, l'heure à laquelle Pam dépose Betsy à la maison. Et il y a mieux. Cette nouvelle temporalité est en mesure de justifier un détail curieux que personne n'a réussi à expliquer. À 19h04, ce 27 décembre, Léa appelle Betsy sur son portable. Elle souhaite changer de téléphone et de forfait par la même occasion. Le contrat étant au nom de sa maman, le vendeur a besoin de son autorisation. Betsy propose à Léa de la recontacter dans 20 minutes, le temps de rentrer chez elle, qu'elle retrouve tous les papiers nécessaires. À 19h21, Léa rappelle. Pas de réponse de sa mère. Seconde tentative à 19h26. Sans succès. Dernier essai à 19h30. Léa tombe sur le répondeur. Pourquoi Betsy ne répond plus? Joel, l'avocat de Russ, s'empresse de nous répondre. Parce que, selon lui, à 19h21, Betsy a déjà été tuée. Où était Russ à 19h21? Sur la route. Il avait quitté Lake Saint-Louis depuis 10 minutes à peine. Alors avec qui se trouvait Betsy à 19h21? Avec Pam. Ça fait beaucoup, pas vrai? Attends, je t'ai pas tout dit. Un expert informatique examine le fameux document Word trouvé dans l'ordinateur de Betsy. Celui qui avait été indiqué aux enquêteurs par Pam. Celui qui dépeint Russ comme un monstre. À vrai dire, sur ce point, il n'y a rien qui va. Le document est au format Word 97. Or, Microsoft Office 97 n'était pas installé sur l'ordinateur de Betsy. Elle utilisait une version plus récente du logiciel. En plus, il s'agit du seul document sur le disque dur qui ne porte pas le nom de Betsy Faria.
À la place, on lit « auteur inconnu ». Et à en croire l'expert, cette mention apparaît quand le document a été créé et rédigé depuis un autre ordinateur. Un ordinateur qui utiliserait encore Microsoft Office 97. Au hasard, l'ordinateur de Pam ? Dernière question. 3 ans après la mort de Betsy, est-ce que tu penses que Pam a transmis les 150 000 $ aux filles de sa chère amie ? Absolument pas. Pas un centime reversé. Léa et Maria, ça les tend un petit peu, et on les comprend. En 2014, elles poursuivent Pam en justice. Au tribunal, l'accusé reconnaît dans un premier temps avoir ouvert une fiducie l'année dernière. En gros, c'est un compte dans lequel tu transfères de l'argent, afin d'en faire profiter un ou plusieurs bénéficiaires. Les enfants de Betsy, donc. Pam dit avoir placé 100 000 $ sur ce compte. Attends, 100 000 $? Il en manque pas 50 000 ? Eh bah si. Et Pam s'est justifiée. Une autre de ses amies est décédée d'un cancer quelques mois plus tôt. Et elle a voulu donner cette somme à sa fille de 12 ans. Et tout est faux, hein. On commence à bien cerner le personnage maintenant. Et surtout la facilité avec laquelle elle parvient à mentir. Même son avocate le reconnaît. Sauf que là, au tribunal, face à Léa et Marie, Pam joue franc jeu sur un point précis. Oui, elle a placé 100 000 $ sur la fiducie. Sauf qu'elle a changé d'avis. Elle a vidé le compte entièrement. Elle refuse tout simplement de verser le montant de l'assurance vie aux filles, quitte à ne pas respecter sa promesse envers Betsy. C'est lunaire, c'est vrai, c'est un coup bas, mais c'est légal. C'est plus que c'était les copains. Et après, les gens s'étonnent quand on vient réclamer 1 euro. D'un point de vue juridique, tout est en règle. Le juge n'a rien à dire. Pam peut faire ce qu'elle veut de cet argent, c'est le sien. Le verdict tombe 2 ans plus tard. L'action intentée par les filles de Betsy est rejetée. Entre-temps, en 2015, leur père, Russ, est lui rejugé en appel pour le meurtre de son épouse. Si sa peine de prison à vie est confirmée, c'est un scandale. Je vais pas te répéter à nouveau tous les contre-arguments présentés par son avocat, mais il y a largement de quoi douter de sa culpabilité. En plus de ça, Joel a mis toutes les chances de son côté en demandant un procès sans juré. C'est donc au juge et à lui seul de décider du verdict. Il a parcouru le dossier, et honnêtement, il n'a pas vraiment le choix. Le 7 novembre 2015, Russ est acquitté, libéré de prison après 4 longues années de détention. La suite, tu la connais. 1 an plus tard, le 16 août 2016, à O'Fallon, un certain Louis Gumpenberger est abattu de 5 balles de calibre 38, toutes tirées par Pam Hupp. On aurait pu penser que les 2 dossiers n'ont rien à voir, mais non, il s'agit d'une seule et même affaire. Et c'est son dernier acte. Comme l'a si bien écrit un habitant de Saint-Louis dans un tweet, « Même Hollywood n'imagine pas de scénario aussi compliqué ». Mais contrairement à ce tweet, c'est pourtant très simple, je t'assure. D'abord, Pam a besoin d'une victime crédule, influençable. Elle rôde dans les rues de O'Fallon, tombe sur Louis qui fume sa cigarette devant la maison de sa mère. Elle lui fait son numéro de productrice, et lui, mort à l'hameçon. Pam la tire chez elle, et elle le tue. Elle s'arrange ensuite pour faire apparaître le nom de Russ partout, prononcé par Louis avant de mourir, écrit en gras surligné dans les instructions écrites que l'on retrouve dans les poches de la victime malheureuse. Là, dans le film de Pam, on est censé se dire « Mince, Russ aurait engagé quelqu'un pour l'assassiner et récupérer les 150 000 $ qui lui étaient initialement destinés. Russ aurait été arrêté, puis retour à la case prison. Pire, on l'aurait à nouveau soupçonné d'avoir tué son épouse. Pourquoi Pam en est venue à imaginer un plan aussi tordu? Mais parce qu'elle n'a pas le choix, tout simplement. Depuis l'acquittement de Russ en 2015, faut partir du principe que le meurtrier de Betsy ou la meurtrière court toujours. Et Pam, elle était juste en dessous dans la liste des suspects. Autour d'elle, la pression monte, et elle le sent. On dit que le nouveau procureur du comté de Lincoln serait sur le point de relancer l'enquête. Pour ne rien arranger, Russ poursuit en justice l'ancienne procureure et les inspecteurs chargés des investigations en 2011. Il les accuse d'avoir fabriqué des preuves, d'avoir ignoré des éléments à décharge, et d'avoir refusé d'enquêter sur d'autres pistes éventuelles, du genre celle de Pam. Surtout, on lui doit 4 années de sa vie perdue en prison. Ironie du sort, Dateline n'arrête pas de consacrer des numéros au meurtre de Betsy. Tu sais, c'est l'émission pour laquelle Pam faisait semblant d'être productrice. La couverture médiatique autour de l'affaire va finir par battre tous les records. Pam était donc dos au mur, et elle a dû tenter quelque chose. Ça s'est pas très bien passé pour elle, on l'a vu. Au bout d'1 semaine, elle a été mise en examen. Et après quelques heures d'interrogatoire, elle a tenté de se poignarder avec un stylo dans les toilettes du commissariat. Là encore, attention aux apparences. Des policiers pensent que Pam n'a pas réellement tenté de mettre fin à ses jours. Ce serait une sorte de subterfuge pour plaider la folie ensuite, et être jugé pénalement irresponsable. Autrement dit, direction l'hôpital psychiatrique, ce qui sera toujours mieux qu'une prison d'État. Sauf que ça aussi, ça marche pas. Pam a beau être machiavélique, elle multiplie les imprudences et les erreurs. Pour le meurtre de Louis, elle risque la peine de mort.
Peine de mort qu'elle va réussir à contourner. En 2019, Pam utilise la technique du plaidoyer Alford. C'est une sorte de marché passé avec l'accusation, un compromis assez étrange. Pam continue à clamer son innocence, mais elle reconnaît que la partie adverse possède des preuves solides contre elle. Elle consent donc à plaider coupable sans le penser une seule seconde, et à ne pas tenter le procès. Ça peut paraître contradictoire, mais cet accord lui permet d'échapper à la peine capitale. Je sais pas qui est Alford, mais il a des idées tordues lui. À la place, Pam reçoit une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Fin de l'histoire ? Presque. Maintenant qu'elle sait de quoi Pam Hupp est capable, la justice ne peut s'empêcher de repenser à certaines de ses déclarations. À l'époque, un inspecteur de police l'avait notamment interrogé au sujet des 150 000 $ que la mort de Betsy a pu lui apporter. Et Pam lui avait répondu ceci. « Si je voulais vraiment de l'argent, je déteste le dire, ma mère vaut un demi-million que j'hériterais à sa mort. Si je voulais vraiment de l'argent, il y avait un moyen plus simple. » Sa mère s'appelle Shirley Neumann. Et tu sais quoi ? Elle est décédée le 30 octobre 2013. Cause de la mort ? Officiellement, un accident. À ce stade, même la faucheuse change de trottoir face à Pam. Shirley vivait dans une résidence pour personnes âgées, au 3e étage d'un bâtiment. Au petit matin du 31 octobre, une aide-soignante découvre son corps étendu sur la pelouse, dans la cour. Une chute de 10 mètres, qui ne lui a laissé aucune chance. La veille au soir, Shirley était sûrement en train d'arroser ses fleurs sur le balcon, avant de perdre l'équilibre et de passer par-dessus bord. Mais tu penses bien que ça va un petit peu plus loin que ça. 6 balustres de la rambarde étaient soit brisés, soit tordus. Des experts sont sollicités. Pour eux, au vu de son poids, de sa taille, il est impossible que Shirley ait provoqué de tels dégâts en tombant. L'un des ingénieurs ajoute « Il faudrait une tondeuse à gazon ou un véhicule pour provoquer une telle déformation. » Plus étonnant encore, on finit par deviner comment Shirley a pu perdre l'équilibre. Dans son sang, les légistes ont mesuré l'équivalent de 8 fois la dose habituelle de zolpidem, un médicament prescrit pour lutter contre les insomnies. Maintenant, devine qui est la dernière personne à avoir vu Shirley en vie, à l'avoir accompagnée en début de soirée à sa résidence. Sa fille, Pam. Cette bonne vieille Pam, qui n'a finalement pas hérité d'un demi-million de $ comme elle s'en était vantée auparavant. En réalité, elle a obtenu la bagatelle de 100 000 $. C'est toujours bon à prendre. Évidemment, des années plus tard, avec le recul, après la mort de Betsy, celle de Louis, on considère les faits sous un angle différent. En 2016, la police du comté de Saint-Louis ouvre une enquête sur la mort de Shirley, mais ne parvient pas à incriminer Pam. Seule avance notoire, la qualification du décès passe d'accidentel à indéterminé. Il faudra s'en contenter. À côté de ça, le 12 juillet 2021, Pam est enfin mise en examen pour meurtre avec préméditation dans l'affaire de Betsy, presque 10 ans après les faits. Il est jamais trop tard. À l'heure où je publie cette vidéo, la procédure est toujours en cours. Le procès a été fixé au 31 janvier 2028. On sera là, Pam, t'inquiète pas. Pour finir sur une note un peu plus légère, j'ai découvert une anecdote mignonne. En 2024, Ross s'est marié avec une certaine Carol McAfee. Le nom te dit quelque chose ? C'est normal. Il s'agit de la femme qui vivait dans un mobil-home à O'Fallon, et que Pam avait essayé de piéger avant Louis, en se faisant passer pour une productrice. 2 victimes de la même personne qui se croisent, et qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Un peu de bonheur qui naît d'une histoire aussi tordue, c'est rare. Et ça fait plaisir. Bon, des timbrés sur cette chaîne, il y en a un paquet. Mais dans l'affaire Michelle Young, que je t'avais raconté ici, il y a quelqu'un qui se rapproche du niveau de Pam Hupp, et elle a mis la barre très haute. On est arrivé au bout de cette enquête, un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à très vite. Bye.